Bonjour à tous, merci d'être là. Nous avons tous des souvenirs d'école, des bons, des mauvais, des tristes et des tendres. Surtout, nous avons tous eu au moins un enseignant qui n'était pas comme les autres. Avec lui ou avec elle, statistiquement plutôt avec elle, apprendre devenait un jeu d'enfant. Avec ce maître ou cette maîtresse, l'école devenait un lieu de découverte, d'exploration et de joie. Pour chacun d'entre nous, j'en suis sûre, il y a au moins un souvenir comme celui-là, un souvenir lumineux qui efface un peu le reste. L'ennui, les dictées, l'angoisse de donner la mauvaise réponse en mathématiques. Là, je vous parle de moi. Pourtant, l'envie d'apprendre ne devrait pas tenir uniquement à la personnalité d'un enseignant. Aujourd'hui, on sait mieux comment fonctionne le cerveau. Y aurait-il des techniques pour donner envie d'apprendre à chacun? Et comment changer l'école pour que le plaisir soit transmis à tous? Pour débattre de cette question et pour échanger avec vous, je vous propose d'accueillir 3 invités. Le premier est chercheur en sciences cognitives, titulaire de la chaire de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France et auteur de nombreuses recherches sur le cerveau des enfants. Je vous demande d'accueillir Stanislas Dehaene. Mon deuxième invité est chercheur en pédagogie, auteur d'une trentaine d'ouvrages et inspirateur de nombreuses réformes de l'éducation nationale. Voici Philippe Mérieux. Et enfin, ma dernière invitée est agrégée de lettres classiques, présidente de la Société des agrégés depuis 2012, auteur de nombreux articles sur le système scolaire et la formation des enseignants. Merci d'accueillir Blanche Lockman. Alors pour commencer, j'aimerais vous demander à tous les 3, comment selon vous, l'école peut donner envie d'apprendre aux enfants? Et on développera ensuite, bien sûr. Blanche, je vous propose de commencer. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier, Violaine Morin, de me donner la parole en premier, parce que souvent, dans les débats d'experts en matière d'éducation, on laisse parler le professeur à la fin, et il est un peu en position d'accuser, sommet de se défendre. Donc, je suis très heureuse de pouvoir commencer. Moi, j'interviens comme représentante d'une association qui accompagne plusieurs milliers de professeurs chaque année, de la 6e à l'université. Et j'avais envie de répondre à la question en 2 temps. D'abord, le terme de donner. Parce que je pense que vraiment, ce qui motive aujourd'hui, et comme hier, les professeurs à s'engager dans ce métier, c'est évidemment pas le salaire, c'est l'envie de donner, c'est la générosité. Et donc, moi j'insiste souvent, je pense que c'est un tort que d'imaginer que le professeur peut être là pour délivrer des informations. On est vraiment là pour donner ce qu'on est, ce qu'on a appris, comme un trésor qu'on va offrir aux enfants. Et ça, c'est important dans l'idée de donner envie d'apprendre. Et souvent, on confond un peu information et connaissance, et vraiment, le professeur, c'est celui qui est là pour donner son avis sur le monde, dans un discours qui est structuré, qui est organisé, et qui lui est quand même, d'une certaine façon, aussi un peu personnel. Et ça, je pense que c'est ça aussi qui peut donner envie d'apprendre aux enfants, c'est de voir devant eux quelqu'un qui est là pour leur donner ce qu'il a appris. Alors ensuite, l'envie. Pour que l'élève ait envie, j'ai un peu envie de dire, il faut qu'il ait envie d'avoir envie, et ça, il y a des conditions qu'il faut absolument, je pense, même si on les évoque très brièvement et qu'on n'y revient pas forcément dans le débat, qu'il faut évoquer. Il est évident que pour qu'un enfant ait envie d'avoir envie d'apprendre, il doit être dans des conditions matérielles et sociales qui le lui permettent. Et en France, aujourd'hui, on a encore quand même des enfants qui arrivent en classe en ayant faim. Et un philosophe célèbre disait « on ne philosophe pas le ventre vide » et je pense qu'on n'a pas non plus envie d'apprendre quand on a faim. Ensuite, les conditions matérielles dans les établissements, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, vous les fréquentez très souvent, mais c'est vrai que quand on arrive de l'extérieur, on peut être un peu étonné des conditions matérielles dans lesquelles certains professeurs et certains élèves travaillent. Donc, ça, c'est peut-être un peu les conditions, mais je pense que c'est important d'en parler même très brièvement au début du débat. Et puis après, pour l'envie, il y a aussi une chose que nos collègues constatent tous les jours, je ne sais pas si vous le constatez vous aussi,
et qui est en fait lié à la société actuelle et finalement au rapport que les enfants ont à l'école et au savoir. On a des collègues qui nous disent que malgré tout, très tôt, très jeunes, ils ont l'impression d'avoir devant eux un public un peu blasé, de vieux enfants finalement, qui pensent déjà savoir tout avant d'avoir commencé à apprendre. Et c'est compliqué d'éveiller chez eux une curiosité ou un étonnement que finalement la société et la vie que nous menons ont un peu éteint. Ils sont un petit peu, moi je suis professeur de latin, j'aime bien parler des latins, ils sont un peu comme les Romains de Juvénal qui voyaient arriver sur leur table des monceaux de nourriture issus des quatre coins du monde et qui ne savaient plus vraiment par où commencer. Donc, pour le professeur, il y a vraiment une nécessité de donner aux enfants cette envie d'apprendre dans un monde où tout semble leur arriver, du bruit, des sons, dans un magma un peu informe. Et donc, plus que jamais, je pense, le professeur est là pour donner envie d'apprendre en redonnant du sens au monde qui les entoure. Merci Blanche. On va passer la parole à Monsieur Dehaene. Oui, alors merci effectivement de votre invitation. Moi, la première chose que je dirais, c'est qu'apprendre est un principe vital pour nos cerveaux et particulièrement pour le cerveau humain. C'est-à-dire que nous sommes peut-être la seule espèce dans laquelle l'apprentissage a pris une dimension absolument colossale. Les autres espèces ont des milieux écologiques bien spécifiques dans lesquels elles doivent vivre, elles ne peuvent pas changer de milieu. Notre milieu à nous, c'est l'apprentissage. Donc nous avons spontanément une envie d'apprendre. Et cette envie d'apprendre est absolument extrême dans les premières années de la vie, chez le petit bébé. Je dis dans mon livre Apprendre que le petit bébé est comme un super ordinateur qu'on n'est pas capable d'imiter pour l'instant, peut-être on y arrivera un jour, mais qui absorbe d'une façon extraordinaire les structures abstraites de son environnement. Donc cet algorithme d'apprentissage a dû évoluer dans l'espèce humaine d'une manière nouvelle, puisque nous avons la plus grande durée d'apprentissage dans notre espèce, durée dont l'école profite, mais nous avons au moins 20 ans de plasticité fabuleuse. Les choses s'écroulent un petit peu à la puberté, mais bien entendu, on garde, fort heureusement pour nous qui avons passé ce cap, on garde une certaine plasticité plus tard. Et nous avons un apprentissage qui est plus profond que les autres espèces. Nous sommes capables de trouver des régularités profondes dans le monde extérieur, des régularités scientifiques, ce qui a conduit l'humanité à conquérir la planète et même maintenant d'autres astres. Alors, cet algorithme d'apprentissage de l'espèce humaine, on commence à en comprendre un certain nombre d'éléments, et l'un d'entre eux, c'est la curiosité, c'est-à-dire l'envie d'apprendre. Il y a dans notre cerveau des structures qui nous donnent envie d'explorer, et bien sûr dans tous les cerveaux de tous les mammifères, au moins il y a cette envie d'aller voir l'extérieur, de cartographier le monde extérieur, mais nous, cette envie d'explorer, cette curiosité est devenue épistémique, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à n'importe quel objet du monde extérieur. Les petits-enfants vont être fascinés par regarder les fourmis, on regarde la Lune, ça n'a aucun intérêt pour l'espèce humaine, pour la survie de l'espèce humaine de comprendre les phases de la Lune, mais on ne peut pas s'en empêcher, on va regarder vers le ciel et essayer de théoriser tout cela. Et donc la curiosité est inscrite profondément dans notre cerveau. Il y a un signal de dopamine qui se déclenche plus seulement pour des récompenses matérielles, mais dans notre cerveau pour des récompenses intellectuelles. Arriver à comprendre, apprendre quelque chose de nouveau. Et ça, c'est complètement universel. Tous les enfants l'ont évidemment au départ. Il y a d'autres émotions qui sont associées à l'apprentissage auxquelles on ne pense pas forcément. La surprise en fait partie. À chaque fois qu'un enfant manifeste une surprise, ça veut dire en fait qu'il y a un décalage entre ce que son cerveau prédisait et ce qu'il a observé. Et cette surprise se traduit par un signal d'apprentissage qui se propage, ce que j'ai appelé le retour sur erreur. On commence à voir ça dans le cerveau maintenant de façon extrêmement claire. Donc dès qu'il y a une surprise, il y a un message d'erreur qui remonte et qui va mettre à jour les représentations mentales. Et puis, on peut mentionner aussi le rire. Il y a un très joli livre de Dan Dennett, qui est un philosophe américain très important, qui défend l'idée que le rire est une émotion épistémique qui attire notre attention socialement, parce que le rire est contagieux, sur le fait que nous avons découvert quelque chose qui ne coïncidait pas avec nos attentes. Vous savez, pour faire rire, il faut avoir un début d'histoire, et puis soudainement, les choses ne sont pas du tout comme on pensait qu'elles devraient être. Eh bien, c'est une émotion qui est liée à l'apprentissage, et il y a des expériences assez jolies qui montrent que quand on rit, on retient mieux, on apprend mieux. Donc voilà, notre cerveau a fondamentalement l'envie d'apprendre. Je pense qu'on parlera peut-être plus tard de pourquoi est-ce qu'on peut perdre l'envie d'apprendre, mais en principe, elle est là dès le départ. Merci effectivement de cette invitation et de cette interlocution. Comment l'école peut-elle donner envie d'apprendre ? D'abord, effectivement, vous l'avez dit, Blanche, en acceptant que la motivation n'est pas un préalable,
mais c'est un objectif de l'éducation et de l'enseignement. Moi, j'entends trop souvent dire « cet élève ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé », et on fait de l'absence de motivation l'excuse de l'échec. Ça me paraît grave pour une institution et profondément antidémocratique. Cet élève ne réussit pas parce qu'il n'est pas motivé, mais peut-être aussi il n'est pas motivé parce qu'il n'a jamais pu réussir et que rien ne démobilise plus un enfant qu'un échec répété, des échecs successifs, des échecs qui s'enquistent en lui et qui lui donnent le sentiment qu'il ne peut qu'échouer. Donc oui, donner envie d'apprendre, c'est un objectif de l'école et on ne peut pas faire de cela un préalable. On ne peut pas dire « oh, toi qui entres ici, tu dois avoir déjà envie d'apprendre ». L'enseignant a ce travail, cet objectif à avoir en permanence en tête qui est de donner cette envie, de susciter et de mobiliser l'élève. Alors ensuite, ce que j'observe moi au quotidien avec beaucoup d'enfants, d'adolescents, c'est que l'envie d'apprendre, Stanislas Dehaene vient d'évoquer le fait qu'elle était innée, qu'elle était structurelle dans le cerveau humain. Ce que je vois, c'est plutôt l'envie de savoir chez l'enfant, pas nécessairement l'envie d'apprendre. L'enfant a envie de savoir tout de suite, d'avoir satisfaction. Il a envie, pas nécessairement de comprendre, mais de trouver une réponse ou d'être immédiatement satisfait par ce qu'il va obtenir. Il a envie de savoir, c'est-à-dire de posséder simultanément et totalement la réponse. Il n'a pas nécessairement envie d'engager un apprentissage qui nécessite pour lui un effort compliqué, qui nécessite d'ouvrir le capot, de regarder comment ça fonctionne et de passer du savoir au comprendre, du réussir au comprendre, comme disait Piaget dans un de ses derniers ouvrages. L'enfant veut réussir, il ne veut pas nécessairement comprendre. Alors, on le voit à de nombreux exemples, c'est l'enfant d'école primaire qui préfère utiliser la calculette plutôt que de comprendre le phénomène de la division. Et en fait, il a d'une certaine manière raison. On sait le résultat de la division sans avoir à apprendre la division si on utilise la calculette. C'est vrai de l'élève de 5e qui doit faire un exposé sur le Moyen-Âge et qui va recopier ça sur Internet. C'est vrai aussi, et nous l'avons exploré l'an dernier dans un travail que nous avons fait avec des collèges sur les théories du complot, d'un certain nombre d'adolescents pour lesquels les théories du complot apportent une espèce de savoir absolu, qui leur donne une espèce de compréhension du monde où il n'y a plus de mystère, où il y a les bons, les méchants, et où, d'une certaine manière, tout est clair. Enfin, il n'y a plus rien à chercher, il n'y a plus rien à trouver, il n'y a plus de démarche d'apprentissage à engager. On fait corps, en quelque sorte, avec un savoir qui vous est donné et sous lequel on est dans une forme d'emprise. C'est vrai aussi, d'une certaine manière, pour l'adulte qui comptabilise le nombre de likes sur Facebook et qui considère la validité de son opinion en fonction du nombre de likes sur Facebook. Et donc le travail pédagogique que nous essayons de mener avec les enseignants avec qui je travaille consiste à essayer de passer de l'envie de savoir à l'envie d'apprendre. Du plaisir que l'on trouve à avoir immédiatement la réponse au plaisir que l'on a à la chercher. De la satisfaction du résultat à la satisfaction de la démarche. Et d'une démarche qui reste ouverte, qui accepte des zones d'ombre et qui accepte le débat, la contradiction, qui accepte d'entrer aussi dans l'enrichissement culturel et de ne pas se satisfaire de la réponse immédiate et utilitariste du moment. Et là, il y a quelque chose qui me semble irréductible à toutes les techniques et à toutes les observations et qui relève d'une sorte d'interpellation du sujet et du sujet en tant qu'il veut apprendre, qu'il veut comprendre et qu'il trouve du plaisir, pas seulement à savoir, mais aussi à comprendre comment ça marche. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation. On va rebondir sur ce que vous venez de dire, Monsieur Mérieux. Quand vous parlez de se satisfaire de la démarche et non du résultat, se satisfaire du résultat plutôt que de la démarche. Oui, il faudrait que les enfants apprennent à apprécier la démarche de découverte. C'est ça que vous voulez dire, oui. Du coup, la question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est est-ce que la notion d'effort est incompatible avec le plaisir d'apprendre ?
Moi, je ne pense pas du tout, justement. Mais vous posez une question intéressante qui est celle de la récompense différée. C'est-à-dire que, effectivement, l'envie d'apprendre doit passer parfois par l'effort d'apprendre. Et ça veut dire qu'on n'aura pas immédiatement une récompense. Néanmoins, ce que montre la recherche, c'est que le cerveau humain, en particulier, est capable d'avoir des attentes très différées. Nous avons c'est une capacité qui est vraiment supérieure dans nos cerveaux par rapport à celui de nombreuses autres espèces. Hein. Donc, on est capable d'attendre longtemps dans la mesure où on voit l'objectif, peut-être très lointain. Et je pense que beaucoup d'enfants, par exemple, deviennent fascinés par la musique le jour où ils voient un violoniste ou une violoniste extraordinaire qui les fait une improvisation merveilleuse, et ça va les motiver à apprendre. Ensuite, la difficulté, c'est d'arriver à nourrir cette envie d'apprendre pendant des semaines et des semaines, avec la compréhension très claire que ça ne viendra pas tout de suite. Ce type d'apprentissage, effectivement, demande un effort et une répétition constante. Et c'est là que, je pense, les excellents enseignants savent très bien qu'il faut effectivement ne pas décourager les enfants, que la curiosité doit être nourrie tous les jours, donc il faut avoir la capacité d'introduire des points de relais intermédiaires. J'utilise toujours l'exemple de l'apprentissage de la musique parce qu'il me semble que très souvent c'est assez bien fait. On sait très bien qu'il y a une progression pédagogique, on ne va jamais exiger trop des enfants au départ. On sait très bien aussi, c'est intégré complètement dans la pédagogie de la musique, qu'on ne va pas exiger immédiatement une réussite, qu'on tolère l'erreur, que l'erreur est normale, et on sait de façon intuitive, ce qui a été découvert ensuite et validé par des mécanismes neuroscientifiques, que pour apprendre, il faut alterner des périodes de veille et de sommeil. Et qu'il faut donc une répétition à des intervalles réguliers, entrecoupés de consolidation des apprentissages. Donc voilà, je pense qu'on peut s'inspirer de cet exemple d'apprentissage de la musique, où c'est effectivement très long. Le chemin est très très long, ça peut être frustrant, il y a un certain nombre d'enfants qui lâchent, parce que notamment au moment de l'adolescence, ils se disent mais pourquoi je fais tous ces efforts, je ne suis toujours pas arrivé. Voilà. Mais pourtant, dans un grand nombre de cas, on arrive à entretenir cette envie d'apprendre parce qu'on introduit juste à temps, au bon moment, des éléments de distraction, des éléments plaisants, le fait de jouer ensemble, et donc on arrive à continuer à alimenter cette machine qui au départ est très curieuse, et on arrive à ne pas la décourager. Blanche, vous vouliez réagir ? Oui, parce que je trouve que votre question est intéressante parce qu'elle pose, si on rentre dans le contexte vraiment précis, la question des exercices scolaires. L'exercice scolaire, depuis quelques années, on a un peu l'impression que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre de côté. On critique la dissertation, on se pose des questions sur le grand oral au baccalauréat. Et en fait, on n'envisage jamais l'exercice scolaire simplement comme un entraînement, alors qu'on arrive très bien à le faire dans le domaine du sport. Moi, ou alors la musique, comme vous avez parlé de la musique, le sport, on comprend très bien qu'un athlète, pour pouvoir faire son saut en hauteur, il va devoir travailler sur des machines, certains muscles, parfois de façon différenciée, les uns après les autres. Et moi, je suis toujours très frappée en fait, qu'on nous dise que nos exercices scolaires n'ont aucun sens ou sont idiots. En réalité, ils sont conçus, et ils devraient continuer à l'être. C'est pour ça que j'espère que dans la publication des programmes, on aura aussi des indications sur les exercices, parce que je pense que faire une liste des connaissances n'a aucun intérêt si on n'a pas ce qui va avec, c'est-à-dire l'exercice. Cet exercice, il est censé, comme la machine de musculation pour le sportif, qui ensuite nous fera un très beau but au football, et il est censé, cet exercice, faire travailler certaines capacités les unes après les autres avant de pouvoir effectivement passer à des exercices plus complexes qui vont permettre progressivement après l'expression d'une pensée critique. Aujourd'hui, à l'école, on a l'impression qu'on commence d'abord par la critique et puis ensuite, on verra après. Et on parlait des théories du complot tout à l'heure. Moi, je pense au contraire que la théorie du complot, elle naît d'un besoin qui est inné chez les adolescents de s'opposer. Donc on a la société, on a cette théorie du complot qui propose des solutions mais très subtiles, avec des choses qui ne sont pas visibles à première vue. Et c'est très motivant pour le cerveau de se dire « il y a une vérité absolue » et puis en fait, il y a des gens qui ont trouvé des mécanismes par en dessous. Et donc ça, c'est la société qui crée ça, ce sont les réseaux sociaux, mais peut-être aussi que l'école devrait arrêter de critiquer les exercices scolaires en se rappelant qu'en fait, c'est une étape sur le parcours d'une formation qui va en plus prendre du temps, puisqu'aujourd'hui, on est à l'école de 3 ans jusqu'à 18 ans et après. Oui, entièrement d'accord sur les exercices scolaires et leur nécessité, mais d'accord aussi sur la dialectique entre les exercices scolaires dans ce qu'ils ont de musculation du cerveau
et puis le sens de ce que ces exercices scolaires peuvent permettre de construire. J'ai travaillé pour ma part assez longuement, et c'est un sujet sur lequel je sais que vous êtes très sensible, sur la question du rapport à l'écrit et du rapport à l'écrit des étudiants, par exemple. J'ai vu beaucoup d'étudiants qui ont un rapport à l'écrit qui est extrêmement compliqué, qui vivent le passage à l'écrit comme une véritable souffrance. Et pourtant, ils ont appris, mais ils ont appris à entrer dans l'écrit dans une sorte de parcours du combattant, sans refaire en quelque sorte le chemin anthropologique qui mène à l'écrit. L'écrit, comme Goudy le montre, c'est d'abord libérer le cerveau, lui donner la possibilité d'avoir des impans de mémoire supplémentaires parce qu'on va noter ce qu'on n'aura plus à garder en tête, c'est pouvoir s'adresser à quelqu'un à distance, c'est pouvoir permettre de corriger en détail ce que l'on a fait, de choisir un mot et d'aller jusqu'au fond de ce qui le différencie d'un autre mot. C'est tout ce travail de perfection qui est essentiel au passage dans l'écrit et qui est l'objet d'une satisfaction profonde et d'un plaisir énorme pour celui qui a compris que l'écrit, ce n'est pas un ensemble d'épreuves qui lui sont imposées par des exercices scolaires, mais que c'est une occasion de se dépasser, de s'exaucer lui-même et d'accéder à la liberté. C'est la raison pour laquelle je crois à l'idée de contraintes fécondes, de contraintes fertiles, de contraintes qui permettent de trouver du plaisir parce qu'elles permettent de se dépasser, parce qu'elles permettent d'accéder à des connaissances nouvelles, de contraintes que l'enseignant va construire. Dans votre livre, Monsieur Dehaene, vous dénoncez ce que vous appelez le constructivisme, en voyant en lui une idéologie qui laisserait l'enfant spontanément libre d'apprendre ce qu'il veut sans aucune contrainte. Ce que dans mon livre j'appelle les hyperpédagogues, c'est-à-dire ceux qui sont dans une sorte de naturalisme, une espèce de rousseauisme naïf, parce que Rousseau n'a jamais dit cela, et l'Émile est dans une éducation extrêmement directive, derrière l'apparence non directive. Je crois que les pédagogies, Célestin Freinet par exemple, quand il propose d'articuler les exercices de grammaire, les exercices d'orthographe que l'on fait avec des fichiers, qui sont des fichiers autocorrectifs, mais des fichiers exigeants sur le plan de la forme, eh bien, il articule cela avec l'idée qu'on découvre en même temps, et pas après, une fois qu'on aura maîtrisé tout cela, qu'on découvre en même temps que l'écrit est un outil d'expression de la liberté et que c'est quelque chose qui me permet de me dépasser et d'accéder à des satisfactions, à un plaisir supérieur à celui de l'expression orale et de la simple onomatopée ou expression orale rapide. Donc oui aux exercices scolaires, dès lors qu'on n'en fait pas un préalable, mais dès lors qu'on les articule en permanence avec la découverte du sens de ce que cela autorise, oui, l'effort y sera là si le sens est perceptible. Pour rebondir là-dessus, si je peux, c'est effectivement, moi je crois beaucoup à l'intérêt d'exercices qui sont d'une grande progressivité. La première chose à dire, c'est qu'il y a un plaisir dans la maîtrise. Je reviens à l'exemple de la musique, vous faites des gammes, c'est pas très drôle, mais il y a un moment où vous voyez vos mains faire des choses qui tous les jours vont un petit peu plus loin, et il y a un très grand plaisir à ça, même si ça n'est qu'une gamme. Donc il y a un plaisir dans le fait de développer sa propre compétence et de la voir émerger. Et alors par ailleurs, donc effectivement, il y a l'objectif à long terme. Par exemple, prenons l'exemple de la lecture, puisque j'ai beaucoup travaillé là-dessus. L'objectif à long terme, évidemment, c'est d'être capable de lire une histoire comme papa et maman, comme la maîtresse, comme les autres, comme les grands frères. Donc c'est très important, je pense, de donner l'envie à l'enfant d'accéder à la lecture. Et ça va passer par le fait de lire des histoires en famille avant de savoir lire. Néanmoins, il y a un moment où pour apprendre à lire, la seule possibilité, c'est d'apprendre cette pilule de décodage. Et là, il n'y a pas de choix, il faut se concentrer sur cet apprentissage-là. Vous savez que chez moi, en ce moment, j'ai les manuels scolaires, j'ai reçu au titre de président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, je me suis envoyé tous les manuels scolaires dont on dispose en CP. Presque tous, parce que j'en ai déjà 35, je crois que je ne les ai toujours pas tous. Il y en a 35 dans mon salon en ce moment. Eh bien, il y a vraiment des choses où la situation, contrairement à ce que vous dites, est complètement à l'envers. C'est-à-dire on essaye de donner l'envie d'apprendre à l'enfant,
sans lui donner la moindre possibilité réelle en fait, de maîtriser la chose. Donc première semaine d'apprentissage, il doit lire la phrase « Il y a des garçons et des filles à l'école ». Bon, d'abord, il n'a aucun moyen de la lire, donc c'est de la devinette, du par cœur, je ne sais pas quoi. Et puis, quel est l'intérêt de cette phrase? Enfin, on dit « ça va nous mener vers des choses intelligentes ». Cette phrase n'apprend rien à l'enfant. Donc pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait absurde. Il y a un moment où on est obligé de faire les exercices de la mécanique de lecture et on y trouve d'ailleurs beaucoup de plaisir. Et la première fois que l'enfant, vous savez tout, c'est en voiture, d'un seul coup, ah ça y est, je sais lire ce panneau de la route. C'est formidable, c'est vraiment une découverte phénoménale pour lui. Et même chose dans le domaine des mathématiques. Le jour où un enfant découvre tout seul dans son lit qu'il n'y a pas de plus grand nombre, ça arrive chez beaucoup d'enfants, on n'a pas besoin de leur dire, ils découvrent spontanément, parce qu'ils apprennent à compter, il y a d'ailleurs un plaisir du comptage simplement, puis à un moment, il n'y a pas de plus grand nombre, il y en aura toujours un autre, je pourrai toujours en générer un de plus. Ça, ce sont des découvertes absolument merveilleuses pour les enfants, mais qui sont issues de ces exercices. Alors justement, venons-en à la bête noire de nombre d'entre nous, sans vouloir faire de mon cas une généralité, les maths. Pourquoi y a-t-il des enfants qui détestent les maths? Et est-ce que la façon dont on apprend les maths contribue à cette inhibition? Alors à ce sujet, on parle beaucoup en ce moment de la méthode de Singapour. Est-ce que c'est une solution qui fonctionne? Avant d'en parler, je voudrais qu'on regarde ensemble une petite vidéo qu'on a réalisée de la mathématicienne Monica Nigoy, qui promeut la méthode de Singapour. Et je vais demander à la régie de lancer la vidéo, s'il vous plaît. La majorité n'ont qu'un souhait, c'est de ne plus entendre parler de mathématiques. On voit par exemple qu'ils disent « je vois deux groupes de 4 ». Ça va donner la définition de nombre pair plus tard, 2n. Ou il y en a d'autres qui disent « je vois des paires », comme on va 2 par 2 quand on se tient la main dans une sortie, c'est un nombre pair. Donc on comprend la structure géométrique qui ensuite est la structure algébrique. Ils explorent, ils regardent les relations. Un nombre impair n'est pas pair parce qu'il a un de plus ou un de moins. Les relations sont établies, mais toutes ces discussions, on doit être à leur écoute, on doit leur poser des questions, on doit valoriser ce qu'ils pensent et on doit construire sur ce qu'ils disent. En fait, cet élève, il a ignoré, ou elle, l'axe, et il a fait un genre de translation. Il n'a pas fait une symétrie, n'a pas fait une rotation, mais a fait glisser. Et en mettant les élastiques blancs, qui seront plus tard le vecteur de translation en terminale, l'élève voit que son erreur est utilisée par moi, le professeur, pour introduire les translations. Que ce soit au programme ou non, je montre aux élèves qu'ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Les élèves n'ont plus peur, ils ont envie, ils viennent et ils veulent faire des maths. Personne n'a peur de se tromper et personne n'a peur de dire son idée parce que tout le monde est valorisé et tout le monde discute. Et les profs sont épatés par les idées qui viennent de leurs élèves quand ils les laissent parler. Et je pense que ça, c'est un grand changement. Voilà, alors en quoi cette méthode est-elle intéressante? Je vais vous demander de réagir un peu tous les trois sur ce qu'on vient de voir. Est-ce que ça fonctionne partout? Quelles sont les limites? Voilà, je vous laisse la parole.
Si vous voulez que je commence, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans cette méthode. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un manuel scolaire, c'est un ensemble, avec en particulier de la formation des enseignants qui est très importante à Singapour, pour justement pouvoir répondre aux questions de l'enfant. Voilà. Il y a un fondement qui est excellent et à mon avis qui est universel, c'est de partir des objets concrets, puisque notre cerveau a évolué pour comprendre le monde extérieur. Hein. Et en même temps, vous voyez que tout de suite, ces objets concrets conduisent à des idées abstraites. Le cerveau de l'enfant est tout à fait capable d'idées abstraites, d'idées mathématiques ou proto-mathématiques. Donc par exemple, le concept de paire, le concept de nombre précis, 4 et pas 3, etc. Cette idée donc de revenir à une concrétisation de symboles que nous possédons, mais nous n'avons pas forcément... Si on ne les rend pas concrets, il y a un risque de perte de sens. Voilà. Je me suis aperçu, je joue beaucoup avec ces idées mathématiques, et par exemple, je vais vous poser la question là, dans l'assistance, lorsque vous pensez à un carré, vous savez très bien ce que c'est qu'un carré, 2 au carré, ça fait 4, 3 au carré, ça fait 9, etc. Est-ce que vous pensez que c'est le même mot que le mot carré ? La géométrie, c'est un carré. Les enfants qui ont la méthode de Singapour ont totalement compris ça. Ils voient très bien que c'est 3 fois 3, c'est un carré avec 3 rangées de 3 ou 3 colonnes de 3, c'est la même chose, c'est commutatif, etc. Donc cette méthode ancre les idées abstraites. C'est pas qu'elle part de choses incroyablement naïves et qu'ensuite, très progressivement, on va aller à l'abstraction, c'est que les enfants ont des idées abstraites, il faut les ancrer, les systématiser, les mettre en relation avec elles. C'est ce que fait remarquablement, à mon avis, cette méthode. Et puis alors, il y a un côté de matériel pédagogique. On parlait de la pédagogie, moi je préfère parler de la pédagogie de la découverte. L'idée qui a été quand même réfutée par la recherche internationale, c'est l'idée qu'on puisse simplement placer l'enfant, par exemple, face à des logiciels informatiques et il va découvrir tout seul les régularités de l'informatique. Ce qui est remarquable dans cette pédagogie ici, c'est qu'effectivement, ils disent on va laisser l'enfant découvrir, jouer, etc. Mais en réalité, le matériel, les exercices qui sont proposés sont tellement bien structurés, avec une progression extraordinairement systématique, que certes, l'enfant découvre, mais il découvre très précisément ce qu'on souhaite qu'il découvre dans un ordre bien précis, etc. C'est tout ce travail de structuration en amont de la pédagogie qui est, à mon avis, très bien fait ici. Oui, alors effectivement, juste un mot par rapport à ce que vous appelez la pédagogie de la découverte. Moi, je ne connais pas en pédagogie de courant qui, de manière structurée, délibérée, proposerait une découverte en dehors de toute situation d'apprentissage élaborée par le maître, en dehors d'un système de contraintes et de ressources, des contraintes et des ressources qui sont pensées en amont. Et quand Rousseau, que vous associez à cette pédagogie de la découverte, dit qu'il faut tout faire en ne faisant rien, il dit qu'il faut tout préparer. Il faut tout préparer en amont pour que le sujet fasse finalement lui-même ce qui a été préparé pour lui. Et la pédagogie de la découverte, pour ma part, je ne l'ai jamais rencontrée sous la forme d'une sorte de spontanéité. On va mettre l'enfant en situation de construire seul son savoir et des élèves de 3e vont imaginer, en travaillant en groupe gentiment, qu'ils vont retrouver la relativité générale d'Einstein. Moi, je n'ai jamais rencontré cela, sauf peut-être à la marge dans ce qu'on appelle aujourd'hui les écoles Sudbury, les écoles démocratiques, qui participent de tout un courant que j'appelle les hyperpédagogues, moi. Mais je crois que vous sous-estimez beaucoup cette idée, vraiment. Moi, je ne la sous-estime pas. Moi, dans les classes où je vais, dans les classes dans lesquelles je travaille, tout est préparé, tout est structuré, tout est organisé, et nous travaillons en termes de situation d'apprentissage. La notion de situation problème, par exemple, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, date d'il y a très longtemps. Piaget, que vous connaissez bien, et son disciple Hans Sebli avaient particulièrement travaillé sur cette notion à partir de la notion d'opération mentale. On construit un dispositif isomorphe à l'opération mentale, on identifie les ressources précises dont on pourra se saisir, on place l'obstacle, et si on se réfère à Vygotsky, au bon endroit dans la zone proximale de développement, là où l'enfant peut y aller parce que c'est accessible, mais où c'est quand même difficile parce que ça lui fait faire un progrès, tout cela structure les situations d'apprentissage. Je crois que tous ces points-là, nous sommes très d'accord, hein, absolument. C'est la mise en œuvre qui est parfois manquante et qui est très très bien faite ici à Singapour. Je ne trouve pas que sur ces points-là, l'ensemble des enseignants français ait basculé dans un spontanéisme naïf. Alors sur la méthode de Singapour maintenant, moi je trouve que les 3 points que nous propose la collègue sont de bonne aloi, qu'on les trouve déjà chez Pestalozzi au XVIIIe siècle, et même avant probablement.
Mais je trouve qu'il y a le symptôme social de la méthode de Singapour. Nous sommes là devant un phénomène qui quand même n'est pas simplement un phénomène pédagogique et didactique, qui est une sorte d'emballement médiatique pour des méthodes qui deviendraient magiques dès lors qu'elles auraient enfin compris la solution avec un grand S qui permet d'apprendre tout à tous. Alors déjà Comenius prétendait omnes omnia omnium, apprendre tout à tous avec sa méthode, la porte des langues par exemple pour les langues étrangères. Je ne suis pas sûr que cet emballement pour des méthodes universelles soit quelque chose qui aille dans le sens d'une véritable formation en profondeur des enseignants, d'enseignants qui comprennent ce qu'ils font, qui se nourrissent des différents travaux, plutôt que de suivre pas à pas une méthode qui aurait été élaborée ailleurs. Quant à la méthode de Singapour, je termine très vite. Là, on nous présente quelque chose qui relève de la géométrie. Cette méthode a surtout été diffusée en France à travers la publication des éditions des écoles sur l'arithmétique, avec quand même un certain nombre de problèmes de fond. Les gens qui ont étudié les traductions ont montré qu'elle avait été traduite en France avec des erreurs de traduction manifestes, qu'on y introduit le mot division alors qu'il n'existe pas dans la méthode de Singapour, qu'il y a une de vos collègues d'ailleurs au Conseil scientifique, Elisabeth Spelk, qui montre qu'il y a confusion entre le comptage et la décomposition dans la méthode de Singapour et dans la traduction française de la méthode de Singapour. On ne va pas rentrer dans ces aspects techniques. Voilà, vous m'aviez promis de ne pas rentrer dans ces aspects techniques. Mais on peut quand même se dire... Non, je ne veux pas rentrer dans ces aspects techniques, mais c'est important de se dire quand même que ce n'est pas parce qu'il y a une méthode, qu'elle s'appelle de Singapour, qu'elle s'appelle Montessori ou qu'elle s'appelle autre chose, qu'on va transformer les enseignants en simples exécutants de quelque chose qui a été élaboré par des experts et qu'ils n'auraient qu'à appliquer de manière standardisée. Alors, si vous me permettez... Si vous me permettez, mon cher Philippe, je voudrais quand même dire que par modestie, je pense que c'est par modestie, vous sous-estimez quand même grandement l'influence que vos travaux et ceux de vos collègues en sciences de l'éducation ont eu sur le système éducatif français. Si, il y a une vulgate, dans les établissements, il y a une vulgate dans les IUFM devenus maintenant SP. Alors peut-être que c'est un magma informe élaboré à partir de vos propositions qui ont été mal interprétées, je veux le croire. D'ailleurs, allons ensemble dans les SP porter la bonne parole, moi j'en serais ravie. Mais très sincèrement, il y a quand même une tendance dans l'école à prendre les enfants pour des idiots. Je veux dire, quand on voit les poésies qu'on demande aux enfants d'école primaire de retenir, la maîtresse et la rentrée, la maîtresse est toute bronzée, enfin au secours. Je vous assure que c'est une vraie poésie. Je vous assure que c'est une vraie poésie. Regardez dans les... C'est une histoire vécue. C'est une histoire vécue. Vraiment, regardez les blogs sur le net qui proposent les poésies aux enfants avec tout un nombre de noms d'illustres inconnus qui ont tous apporté leur pierre à cet édifice. Non, très sincèrement, il y a quand même un vrai problème dans l'école française de niveau de ce qu'on apporte aux enfants, d'exigence. Et ça, on est obligé de le dire et on le dit d'autant plus qu'on en voit les effets maintenant. Ça, Mes collègues ne comprendraient pas que je ne vous dise pas ça. Peut-être que ça a quelque chose d'un peu difficile, mais si vous voulez, j'en parlais encore à un collègue l'autre jour, il me dit « Ah, qu'est-ce qu'on en a bouffé du Mérieux à l'IUFM ?» C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'étais très heureuse en lisant votre livre de voir que vous reveniez un tout petit peu quand même là-dessus et que vous vouliez préciser votre pensée. Mais simplement... Moi, quand j'ai lu votre livre, vous dites aujourd'hui, il faut retrouver la raison, maintenant il y a trop d'écoles alternatives. Moi, à mon sens, les écoles alternatives qui sont finalement, on peut les ranger en deux catégories, grosso modo. Celles qui veulent aller plus loin que le système éducatif et celles qui veulent s'en aller. Mais il y a eu quand même un mouvement, à un moment, qui a voulu faire éclater l'école ou faire de la contre-école dans l'école, sans considération en fait, du fait que c'est un système tel qu'il est et il faut qu'on respecte les conditions d'apprentissage dans l'école pour avancer. Et finalement, moi j'ai l'impression que les écoles alternatives, elles naissent progressivement à partir du moment où on attaque l'école de l'intérieur dans son principe et dans ce qui fait quand même l'école, qui est la transmission. Ça, moi je tiens beaucoup à ça, à la transmission, l'imitation des anciens, le patrimoine. L'école, elle est là pour transmettre ce qu'aucune autre institution dans la société peut transmettre. Donc vraiment,
ce que je trouve intéressant avec cette méthode, après il faut voir aussi de quelle manière effectivement on peut pousser après jusqu'aux mathématiques, et on a une grande école mathématique en France, donc peut-être qu'il y a des progressions à faire, mais c'est vrai que l'idée qu'on ait un enseignement extrêmement structuré par un professeur qui sait exactement où il veut aller, c'est quand même rassurant, je pense, y compris pour les parents qui sont certainement aujourd'hui dans la salle. Donc, on a oublié cette gradation, cette structuration progressive. On en est quand même arrivé à un point, et ça je l'ai vécu, donc je le dis, où on fait faire de la philosophie aux élèves de maternelle et on fait des cours de rattrapage en français à l'université. Donc je pense qu'il est vraiment... Mais je vous le dis parce que je l'ai fait. Je veux dire, je les ai assurés, moi, ces cours de rattrapage en français avec des étudiants. Qu'on doit aider, parce qu'il n'est pas question de les laisser partir comme ça, et en même temps il faut se poser des questions très difficiles, parce qu'on ne va pas reprendre des manuels de CM2 pour leur faire apprendre leur propre langue, donc il faut se creuser la tête, essayer de voir en plus si ce qu'on va faire ça va pouvoir avoir un effet réel. Donc toutes ces questions-là, les professeurs se les posent, les parents se les posent quand ils voient l'évolution du système éducatif, et je pense sincèrement qu'on ne peut pas dire que ça n'a pas existé, que cette vulgate science de l'éducation n'a pas existé. Elle existe encore aujourd'hui dans les SP. Moi, j'ai des collègues à qui on dit « Mais comment tu as fait faire un fond de carte et tu as demandé aux élèves de placer les noms des pays? Mais quel exercice élitiste et bourgeois! Ah, mais c'est épouvantable !» Bon, il y a quand même une réflexion à mener là-dessus, vraiment. Ouais. On va écouter une très courte réaction de M. Il y a Mérieux. quelque chose d'extravagant dans le fait d'attribuer la responsabilité de cela exclusivement à ce qui serait un complot pédagogiste. Vous avez entendu tout à l'heure que je n'étais pas très favorable aux théories du complot, pas plus celle-là que les autres. Je ne crois pas du tout qu'il y ait eu une sorte d'affaissement global de l'école française. Il y a une société qui perd progressivement un certain nombre de ses repères. Et dans cette société, l'école fait ce qu'elle peut dans effectivement un univers très pulsionnel où la publicité est omniprésente, où les prothèses technologiques donnent le sentiment en permanence qu'on peut savoir sans apprendre, etc., etc. C'est le cas dans tous les pays. C'est le cas dans tous les pays. Mais dans l'école française en particulier, il me semble qu'il y a un certain nombre de gens qui ont résisté à cela. Vous ne pouvez pas me rendre responsable de la poésie que vous avez citée tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé, j'ai peut-être eu tort, mais j'ai travaillé sur une méthode de lecture avec un collègue, Charles Moracchini, qui s'inspirait des textes grecs et de la mythologie grecque, et où dès le CP, on travaillait sur des textes issus et adaptés de la mythologie grecque, parce qu'on pensait que la densité culturelle du texte était plus importante que sa valeur fonctionnelle, du type « papa cherche sa pantoufle sous son lit », qu'on trouve dans un certain nombre de manuels de lecture. Bon, nous avons travaillé là-dessus. L'exigence, bien évidemment que nous sommes favorables à l'exigence. Tout le monde est favorable à l'exigence. La question est de savoir comment on la transmet, l'exigence. Est-ce qu'on la transmet quand un élève a un mauvais travail ou une mauvaise note en lui disant simplement qu'il est mauvais, ou est-ce qu'on la transmet en lui disant tu remets ton travail en chantier, tu prends ton brouillon, tu retravailles dessus et tu présenteras ta dissertation le jour où précisément tu pourras considérer qu'elle répond aux critères qui sont les tiens. Quand nous avons en 98 lancé les travaux personnels encadrés, ces moments où les élèves travaillent sur un chef-d'œuvre qu'ils présentent devant un groupe d'enseignants, c'était pas du tout pour aller dans le sens de la baisse du niveau ou du laxisme, c'était au contraire pour aider ces élèves de première et de terminale à être exigeants avec eux-mêmes. Ce que je transmets, c'est l'exigence dans ma relation pédagogique. Alors si cette exigence effectivement est mal transmise ou peu transmise dans la société, l'école ne peut pas à elle seule redresser tout cela. Alors vous dites à Singapour c'est la même chose. C'est pas tout à fait pareil. Vous savez comme moi que les écoles primaires à Singapour sont notées, que pour rentrer dans une école primaire, il faut s'y prendre 4 mois à l'avance, qu'on entre en janvier, donc avec 3 mois de plus en termes d'âge, qu'il y a toute une série de phénomènes sociologiques et qu'il y a aussi une société singapourienne. Il faut savoir quand même que les résultats en mathématiques
ne peuvent pas à eux seuls nous prescrire un modèle de société. Si nous voulons vivre dans la société de Singapour, si nous voulons une école à l'image de Taïwan, si nous voulons une école à l'image de Shanghai, où on double en permanence l'école publique par des entraînements systématiques de tests dans lesquels se ruinent les familles, et où on fait faire des tests PISA à longueur de journée pour faire réussir les élèves aux tests PISA, il faut nous le dire, et à ce moment-là, on fera une école comme cela. Ce sera une école de la performance individuelle, de la concurrence permanente, du stress en permanence sur les élèves et de l'absence de découverte. Ce sera une école où ce n'est pas la recherche dans tout ce qu'elle a de positif qui sera promue, mais la concurrence permanente pour avoir avant les autres la bonne solution. Si c'est cela que nous voulons, on peut le dire, mais ce n'est plus un problème scolaire, ça devient un problème philosophique, voire un problème politique. Alors, Je suis désolé, mais je crois que vous êtes tombé malheureusement dans la caricature absolue du film que nous avons vu, qui sont des classes en France, qui ont des objets mathématiques extrêmement intéressants. Ce n'est pas du tout l'objectif de ces classes, je pense, d'arriver à ce que vous faites, mais simplement de donner aux enfants des bases mathématiques avec des objets intéressants qui eux-mêmes, des années plus tard, vont conduire à des inférences en algèbre, etc. C'est tout. Je crois qu'il ne s'agit pas du tout de choses aussi grandioses. Par ailleurs, je pense on ne peut pas non plus ignorer le contexte international. Alors après, là où vous avez raison, effectivement, c'est qu'il faut trouver un modèle français qui a été longtemps intéressant et qui, là, est en difficulté. Il faut trouver un modèle français, mais en même temps, on ne peut pas ignorer non plus les résultats PISA, même si, bon, je n'ai pas un goût particulier pour ces tests. Mais ce que les professeurs ont quand même, pour ceux que je peux en dire, ce que les professeurs ont apprécié dans ces tests, c'est quand même que ces tests disaient une vérité qu'ils répétaient depuis des années sans être entendus. Donc ça a donné un caractère scientifique, je dirais, ou en tout cas mesurable à une inquiétude qui était réelle. Ensuite, effectivement, trouver un modèle français sans ignorer le contexte international de concurrence qui est là, qui existe, et essayer de faire en sorte qu'on arrive, nous, à transmettre ce qu'on considère être le patrimoine à transmettre à nos enfants. Alors justement, dans les lycées français, dans les collèges et les écoles françaises, il y a des enseignants qui cherchent des solutions. J'aimerais qu'on parle un peu maintenant des solutions. On parle dans notre jargon journalistique du journalisme des solutions ou de journalisme positif. On va en faire un petit peu aujourd'hui. Pour préparer cette table ronde, je suis allée avec ma collègue Fanny Laemel dans un lycée d'Aubonne, en région parisienne, qui a depuis 3 ans une classe innovante, où les élèves sont invités à travailler en groupe, et où les évaluations ne sont pas notées et où on mise particulièrement sur les nouvelles technologies. Alors c'est évidemment un exemple et je ne dis pas que ça correspond au futur modèle français, mais au moins c'est un lycée qui essaye quelque chose de différent. Et je vous propose de regarder la vidéo. Je vais demander à la régie de lancer la vidéo, s'il vous plaît. Alors la vidéo ne se lance pas. Eh bien, c'est pas grave, parlons d'autre chose en attendant. Alors. Les élèves gèrent leur temps de parole, prennent les responsabilités et nous, les professeurs, on fait partie du cercle, on lève la main avant de parler. Voilà, on essaie de s'effacer pour laisser les élèves gérer. Il faut qu'il y ait des forts, il faut qu'il y ait des moins forts, il faut qu'il y ait des élèves qui ont tel ou tel besoin ou telle compétence, qui ne vont pas forcément être très scolaires sur le plan du travail, mais qui vont avoir d'autres compétences, par exemple des élèves qui vont être capables de s'exprimer correctement à l'oral, de faire des présentations. On part du principe que les élèves apprennent mieux entre pairs. Et donc, le but, c'est de se servir des forces des uns pour remédier aux faiblesses des autres. Il y a toujours cette peur de ne pas avoir de notes. Voilà, on a un système français qui est ancré sur les notes. Et quand on parle de compétences, ben oui, c'est bien. Mais du coup, les parents et les élèves, au départ, ont du mal à se repérer.
Après, ça change, mais le premier trimestre, en général, c'est un gros temps d'adaptation. Il y a une relation entièrement différente qui s'est créée entre ces élèves et les professeurs, parce qu'ils n'ont plus peur de poser des questions, parce que dans les autres classes, la plupart du temps, on a un peu honte de poser des questions quand on n'y arrive pas. Là, les élèves se posent des questions entre eux, posent des questions aux professeurs, enfin, ça change énormément la donnée dans ce cas-là. On a des élèves dans cette classe qui ont demandé à être dans cette classe et qu'on a accepté avec plaisir, qui ont des soucis de dyslexie ou qui avaient des soucis d'intégration dans le système scolaire classique, que ce soit de façon sociale ou scolaire. Et ces élèves-là, les parents d'élèves sont extrêmement satisfaits de la filière innovante. Dans l'absolu, ça ne coûte pas tant d'heures. Ce qui coûte des heures en plus, parce qu'effectivement, on a une petite dotation qui nous a été donnée par l'inspection académique, c'est les 2 heures d'AP qui sont en co-animation par rapport aux autres classes, et puis il y a le conseil d'élèves, pour lequel cette année on est rémunéré une demi-heure, puisque ce n'est pas une heure de cours effective. Donc oui, ça coûte un peu plus cher, mais le système est bien plus, à mon sens, bien plus bénéfique pour les élèves. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'aspect coopératif et aussi de l'absence de notes. Parce que c'est un aspect effectivement qu'on avait évoqué au tout début, qu'on n'a pas vraiment eu le temps de redévelopper, sur le fait que l'école peut aussi tuer l'envie d'apprendre et peut aussi générer du stress et de l'anxiété chez les enfants. Là, on voit une classe où les élèves ont l'air de se sentir bien, où ils ont des bons résultats. Par la coopération et aussi par un système qui met un peu à mal l'école classique, les notes, etc. Donc je voudrais savoir un peu ce que vous en pensez. Blanche, vous voulez commencer ? Moi, je veux bien commencer. Pour les notes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions dans le système éducatif, avec des polémiques par intermédiaire de journaux. Je suis pour les notes, je suis contre les notes. Moi, les professeurs qui sont à la société des agrégés, je leur avais posé la question tout simplement, parce qu'on n'arrêtait pas de me dire oui, alors bien sûr, la société des agrégés est contre la suppression des notes, répondez. Bon, je dis ok, je fais un sondage. Et en fait, les professeurs sont extrêmement pragmatiques sur cette question. On met des notes quand on en a besoin, on ne met pas de notes quand on n'en a pas besoin. On fait refaire un travail qu'on ne note pas si on estime qu'il n'est pas bon et que l'élève peut faire mieux, et on le lui dit. Moi, je fonctionnais comme ça aussi. Non, j'estime que cette dissertation ne reflète pas votre niveau, refaites-la moi, et je déchire le premier devoir sans aucun problème. Enfin, je crois qu'il y a une cristallisation sur certains débats en matière d'éducation qui est finalement qui est dommage, parce qu'on s'empêche de réfléchir à ces sujets de façon objective, rationnelle et en se posant les bonnes questions. Donc note ou pas note, moi ce que je retiens quand même, ce qui est important, ce sont les résultats. C'est-à-dire qu'on supprime les notes le temps que les élèves puissent apprendre, perdre cette peur que certains ont, effectivement. Hein, enfin, vous voyez, moi en latin, j'ai tous les naufragés du latin qui arrivent en étant comme ça devant une version, je peux rien faire, mais on arrive à refaire les choses, à redonner courage, à redonner envie, très simplement, en discutant. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand même, on mesure à la fin les résultats de cette expérience. Et que donc, si j'ai bien vu, les résultats au baccalauréat sont plutôt meilleurs que la moyenne, l'insertion dans la suite des études supérieures est plutôt meilleure que la moyenne. Donc je pense que
voilà, les professeurs, devant une telle expérience, qui bien évidemment est une expérience singulière, dans un établissement particulier, avec une équipe particulière, les professeurs ne peuvent que se dire, bon ben voilà, c'est intéressant et on peut mesurer les résultats. Ce qui serait ennuyeux, c'est de tout supprimer sans qu'il y ait jamais d'évaluation qui permette de savoir où on en est. Et c'est ça d'ailleurs que souvent on reproche aux différentes réformes qui se sont succédées dans l'éducation nationale. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement à l'intérieur du système éducatif qu'on le reproche, hein. La Cour des comptes aussi a pu le reprocher. C'est si on change tout, qu'on chamboule tout et qu'on ne mesure rien et qu'on se fonde finalement sur des impressions. À partir du moment où on fait des expériences, qu'on a des résultats et que ça fonctionne, je pense qu'en dehors de toute polémique qui sont parfois un peu alimentées, même y compris d'ailleurs par voie médiatique, hein, il faut bien le reconnaître, eh bien, on peut s'entendre sur certaines expériences. En fait, je suis 100% d'accord avec vous. Il y a un premier point qui est la question de l'innovation. Je ne pense pas qu'on soit forcé d'innover. Parfois, il y a une mauvaise interprétation, je pense, du rôle des sciences cognitives sur lesquelles je travaille par rapport à l'innovation. Les sciences cognitives peuvent aider à évaluer, comme vous l'avez dit. C'est très important de savoir quand on introduit une modification, est-ce qu'on l'a fait pour le bénéfice des enfants ou pas. Mais il n'y a pas du tout nécessité forcément d'innover. Et donc, je ne commenterai pas plus sur les notes, d'autant que, vous savez, moi, je suis un chercheur en laboratoire, donc je ne connais pas forcément non plus toutes les situations les plus concrètes qui soient. Je parle des notes dans mon livre quand même, mais là, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je voulais parler d'un point plus général qui est la confiance en soi et la métacognition, le cerveau social, ce qui nous permet de nous représenter, nous, par rapport aux autres. J'essaye d'expliquer comment, dans tous les apprentissages, il y a une relation entre un enseignant et un élève, et ça commence dès le plus jeune âge. C'est quelque chose à nouveau de très singulier dans l'espèce humaine. On dit parfois qu'il y a de l'enseignement dans d'autres espèces. Il y a eu quelques articles retentissants dans Science sur l'apprentissage chez les mangoustes qui enseigneraient les unes aux autres. Je crois que c'est faux, parce qu'il manque une composante essentielle, c'est l'attention à la pensée de l'autre, c'est-à-dire la capacité de penser ce que pensent les autres, la théorie de l'esprit. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait singulier qu'on voit bien mis en œuvre ici, c'est-à-dire des élèves qui vont s'intéresser à un autre élève, des binômes, on sait que ça marche très bien, hein, et qui donc prêtent attention à la meilleure manière d'enseigner. C'est ça qui a permis à notre espèce de décoller, cette capacité d'apprendre les uns des autres plutôt que de simplement imiter ce qui se passe autour de nous. Alors, dans ce domaine, la confiance en soi est absolument essentielle. J'ai l'impression que c'est aussi un des piliers, un des principes de base de cette manière d'enseigner dans ce lycée. C'est-à-dire, avant tout, rendre les élèves responsables d'eux-mêmes, se rendre compte que tout est apprenable, ils peuvent tout. Je dis toujours, d'ailleurs, il y a vraiment une universalité du cerveau humain. Il y a finalement assez peu de différences entre nous, elles existent, mais à l'intérieur d'une communauté d'esprit, où nous sommes tous capables de tout apprendre. Et là, on voit bien qu'on restaure cette confiance dans l'élève, et c'est peut-être le point le plus fondamental. Lorsqu'on a peur d'apprendre, les circuits du cerveau se bloquent, l'apprentissage ne va pas se faire convenablement, l'envie disparaît, la curiosité va être tuée. La curiosité peut être tuée de plusieurs manières. Je crois qu'il y a malheureusement plusieurs manières de tuer la curiosité. L'une d'entre elles, c'est de ne pas alimenter l'enfant à la hauteur de ses attentes, c'est-à-dire que la curiosité se tourne vers des objets qu'on a envie d'apprendre parce qu'ils nous mènent au-delà de là où on en est. Donc il y a parfois cette absence de matériel exigeant ou intéressant simplement pour les enfants. Et il y a parfois aussi simplement le fait de punir la curiosité, c'est-à-dire de faire en sorte que les enfants, dès qu'ils interviennent, malheureusement, on leur dit non, tais-toi, ou bien est-ce que tu peux... Comment faire en sorte que les enfants considèrent naturel d'intervenir dans une classe comme on le voit là, hein, d'avoir un rôle responsable. Si on ne le fait pas, on risque fort de tuer la curiosité, l'envie d'apprendre des enfants. Puis la troisième manière qui est quand même intéressante et qui est vraiment, je ne sais pas si c'est le cas là, il a été montré dans des expériences de pure psychologie qu'un enfant à qui on démontre toutes les propriétés va perdre sa curiosité. S'il pense que l'enseignant est toujours un cran au-dessus de lui et que l'enseignant va tout lui expliquer, eh bien à ce moment-là, il perd sa curiosité parce qu'il ne voit plus que lui-même peut découvrir. Alors, quand vous mentionnez les TPE, par exemple, je crois qu'une des vertus des TPE, des travaux personnels, c'est que dans ce domaine, l'élève a
toutes les raisons et toutes les chances de dépasser son enseignant. Et normalement, c'est à lui de creuser son sujet et il va trouver des éléments dans la littérature, dans les sites web qui vont lui permettre vraiment d'être le spécialiste d'un sujet particulier. Ça, je pense que c'est très intéressant parce que ça veut dire que les élèves retrouvent cette motivation finalement et cette démonstration qu'eux sont capables d'apprendre des choses que peut-être l'enseignant lui-même ne sait pas encore. Alors, moi, je suis vraiment très heureux parce que si la Société des agrégés et le Conseil scientifique de l'éducation plébiscitent l'expérience du lycée de Bonn, il faut imaginer qu'elle va se systématiser à l'ensemble des lycées de France extrêmement vite et que vous allez ensemble soutenir tous les enseignants qui veulent s'engager dans ce type d'expérimentation. Alors, moi, ça me fait évidemment très plaisir. C'est une expérimentation qui s'inscrit dans la ligne de la tradition pédagogique de l'éducation nouvelle, avec le conseil d'élèves, avec l'entrée d'entre élèves, etc., c'est-à-dire d'idées pédagogiques qui datent des années 1900, 1920, qui ne sont pas des idées pédagogiques que j'aurais inventées pour saper l'éducation nationale. C'est quelque chose qui vient de loin. C'est quelque chose qui vient de loin. 2 points extrêmement rapides. Les notes, oui, je partage totalement votre avis. La focalisation sur les notes est une focalisation contre-productive. Le problème, c'est le statut de l'évaluation. Est-ce que l'évaluation est une sanction ou est-ce que c'est un outil pour progresser soi-même? Est-ce que l'éducation nationale, comme le disait si bien Albert Jacquard, grâce aux notes, permet aux élèves de devenir meilleurs que les autres ou les aide à devenir chacun meilleur qu'eux-mêmes? Si c'est le second cas, on utilise les notes comme d'autres formes d'évaluation. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. L'important, c'est aider l'élève à progresser. Deuxième élément qui me semble tout à fait essentiel et que je trouve formidable dans cette affaire-là, c'est l'utilisation de l'entraide entre élèves. On sait que, globalement, depuis que François Guizot a imposé le modèle simultané au détriment du modèle mutuel dans l'éducation nationale, dans les années 1830, bien avant Jules Ferry, 50 ans avant Jules Ferry, globalement, l'idéologie qui domine, c'est que quand 2 élèves discutent ensemble, c'est qu'ils complotent contre le maître. Eh bien, on voit ici que ce n'est pas le cas et que l'entraide entre élèves bénéficie à tout le monde. Nous savons, et là nous avons quand même des recherches, des méta-recherches extrêmement nombreuses, que l'entraide entre élèves bénéficie à la fois à celui qui est aidé, mais aussi à celui qui aide. Nous savons que celui qui est aidé va progresser différemment parce qu'il va entendre des choses formulées d'une manière différente et que celui qui aide va aller plus à fond dans ses propres savoirs et qu'il va expliquer mieux. Et nous savons qu'ils vont découvrir quelque chose de fondamental que Piaget appelait la réciprocité, c'est-à-dire le besoin que l'on a de l'autre pour progresser soi-même. Et ce besoin que l'on a de l'autre pour progresser soi-même, il est structurant de la socialité, de la solidarité. Je pense que là, nous sommes devant un enjeu essentiel. Si l'éducation nationale ne développe pas l'entraide entre élèves, elle laisse se construire ce qu'on appelle la socialisation secondaire sur le péri et le parascolaire. C'est-à-dire que les filles, mises à part, parce que les filles parlent du travail scolaire entre elles, bon, là-dessus aussi, on a beaucoup de recherches. Les garçons, eux, n'en parlent pas, parce que parler du travail scolaire entre garçons, c'est déchoir, être un peu une lopette, ou en tout cas perdre un peu de sa virilité. Si on ne fait pas en sorte que les élèves réinvestissent le travail scolaire comme occasion d'échange entre eux, eh bien, leur socialisation secondaire, elle va se construire dans l'hostilité au travail scolaire et pas précisément dans l'adhésion au travail scolaire. Et puis, je vais jouer à contre-emploi un peu. Je vais jouer à contre-emploi parce qu'on voit du travail de groupe des îlots dans cette histoire-là. Et je crois avoir été un des premiers à discuter la pratique des îlots, à expliquer que quand on met des élèves en groupe, ça ne signifie pas qu'ils vont tous progresser, que dans 9 cas sur 10, celui qui sait dessiner dessine, celui qui connaît l'orthographe écrit bien, celui qui sait diriger dirige les autres, et que celui qui sait rien faire de tout ça, il chôme, parce que s'il faisait quelque chose, le produit serait raté. Bon. Je suis un des premiers, je crois un des rares, à avoir montré qu'il ne suffit pas de mettre les élèves à îlot pour qu'ils progressent chacun individuellement, mais qu'il faut mettre en place des modes de fonctionnement, un système de rotation des tâches, un travail individuel préalable, etc., qui permettent à ces îlots d'être effectifs. Alors, je crois que là, on touche du doigt un point que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir qu'il y a eu dans l'opinion publique la prise en compte d'un certain nombre d'éléments de ce qu'on pourrait appeler une vulgate pédagogiste,
mais qu'on n'a pas regardé sérieusement les travaux des pédagogues, comme on regarde aujourd'hui sérieusement, et je m'en réjouis, je suis le premier à m'en réjouir, les travaux des neuroscientifiques. Si on regarde sérieusement le travail des pédagogues, on verra que mettre des élèves à Nilo, ça n'est pas miraculeux, et que ça peut provoquer une division du travail et accroître les inégalités si on ne fait pas une régulation pédagogique rigoureuse. On va vraiment faire un tour de France avec Philippe. Je pense qu'on peut annoncer ça. Mais je crois qu'on est d'accord sur pas mal de choses, et notamment la nécessité quand même de continuer à évaluer ce type d'expérimentation, parce qu'on n'a pas, à mon avis, on n'a pas suffisamment de données. Mais on est d'accord sur beaucoup de choses. Il y a un point sur lequel je suis vraiment pas d'accord avec vous, c'est cette caricature des garçons et des filles comme étant radicalement différents. Ça me gêne beaucoup. Bon, Je m'excuse, je ne les caricature pas. Nous disposons, et mon collègue Jean-Louis Auduc à Créteil a fait sur des cohortes extrêmement longues, des études extrêmement fines sur les modes de socialisation scolaire des garçons et des filles, en fonction en particulier des origines sociales. Ils sont extrêmement différents aujourd'hui. Et il y a des différences qui sont à caractère sociologique qu'on ne peut pas nier. Moi, mais qu'on risque de perpétuer, malheureusement, avec ce que vous venez d'énoncer, malheureusement. Non, je pense que là, il y a un vrai travail. Contre lesquels il faut lutter. Et vous venez de nous caricaturer, tous les garçons et les filles. Ça me gêne beaucoup, personnellement. Je pense que ça commence par notre capacité de regarder précisément des êtres individuels, chaque enfant, qui peuvent être un garçon, qui peuvent être une fille, mais qui sont souvent extraordinairement recouvrants dans leur capacité. En mathématiques, c'est absolument clair, mais on a encore une caricature sociale. Et c'est la même chose dans le domaine de la socialisation. Il y a énormément de capacités de socialisation, bien entendu, chez les garçons comme chez les filles, et la capacité d'en parler. Et malheureusement, si ce type de différence que vous venez vraiment de caricaturer, je crois, existe, elles sont largement le fait du discours que nous avons sur ces choses-là et qu'on propage auprès des enfants. Ça, je suis désolé. Je ne crois pas. Je crois, pour avoir, il y a encore pas très longtemps, enseigné en lycée professionnel, avoir vu se comporter des garçons et des filles, avoir vu comment les stéréotypes fonctionnent massivement encore chez eux. Et exactement de ça dont il s'agit, c'est-à-dire de propager des stéréotypes. Non, je ne les propage pas, je les dénonce. Et je dis qu'il faut précisément lutter contre cela et qu'il y a un vrai travail. Mon collègue Jean-Louis Auduc dit qu'il faut réconcilier les garçons avec l'idée que le travail scolaire est un outil de promotion parce que précisément, vous ne pouvez pas ignorer qu'on ne publie pas en France les résultats du baccalauréat, pas par genre, parce qu'on montrerait que l'écart est quand même de 17 points entre les filles et les garçons. Et à Bac plus 3, il est encore de 16 ou 15 points entre les filles et les garçons. Donc vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a une relation différente à l'école et un type de socialisation différente entre les filles et les garçons, contre lequel il faut lutter, que je n'approuve en aucun cas, mais qui est un phénomène sociologique qu'il ne faut pas non plus négliger. Et je dis que pour précisément lutter, il faut aider l'école à prendre en charge du travail scolaire et à développer de la socialisation interne par l'entraide, par exemple, entre différents niveaux. C'est la raison pour laquelle je milite pour les classes multi-âges, multiniveaux, auxquelles l'éducation nationale fait la chasse aujourd'hui, avec les regroupements pédagogiques, parce que je pense que dans le multi-âge et le multiniveau, on progresse mieux, pas seulement sur le plan des savoirs élémentaires, mais aussi sur le plan de la socialisation. Je vais laisser à Blanche Lockman le mot de la fin, et ensuite on prendra quelques questions de la salle. Oui, alors mon mot de la fin, ce sera un mot pour les professeurs. Je pense que ce qu'on a vu quand même aussi, c'est qu'il faut absolument garantir aux professeurs la liberté pédagogique. Parfois, des expériences sont intéressantes, parfois un apprentissage plus traditionnel est intéressant aussi. Les publics, les conditions de travail, les établissements sont tellement différents que je crois que ce qui a longtemps posé question et problème dans l'éducation nationale, ce serait l'idée qu'on va pouvoir avoir un système auquel tout le monde va se référer et donc les professeurs seront obligés de passer par un certain nombre de points du discours officiel pour forcément réussir, et je dirais même d'ailleurs réussir dans la carrière. Parce que, encore une fois, cette vulgate pédagogique, le problème qu'elle a posé aussi à l'éducation nationale, c'est qu'il y a un moment, vous étiez pédagogique, vous ne l'étiez pas. Et donc, vous aviez le droit de parler aux futurs enseignants ou vous n'aviez pas le droit. Et aujourd'hui, voilà, encore une fois, dans les SP, il n'y a pas de pluralité du discours. Et c'est ça que je regrette le plus, c'est ça que nos stagiaires ont vraiment du mal à supporter, et encore plus quand ils sont agrégés, parce que « Ah bon, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Je viens enseigner gentiment, je suis volontaire, ah bon. Donc, il y a vraiment une nécessité au sein des organismes de formation du ministère de l'Éducation nationale
de regarder les choses de manière objective et de ne pas privilégier un discours sur un autre, mais vraiment de pouvoir donner la liberté aux professeurs de réfléchir aux moyens qui sont les meilleurs pour pouvoir emmener ces élèves là où il doit les emmener. Parce que c'est ça aussi l'important, c'est-à-dire que quelle que soit la méthode qu'on va utiliser, on a des objectifs. On doit réussir à former un enfant qui va devenir un citoyen à l'esprit libre, critique, qui a des idées qui sont des idées qu'il a fabriquées lui-même et qui ne sont pas complètement farfelues. Et cette mission-là, il faut vraiment que les professeurs se sentent confortés dans l'exercice de cette mission, c'est-à-dire confortés donc, par le système qui leur donne la liberté, qui leur reconnaît, après les avoir sélectionnés, une véritable capacité à choisir leurs conditions de travail et de réalisation de la mission, et puis aussi par la société tout entière, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une crise de recrutement des enseignants qui est due bien évidemment, très certainement, à force de dire que ça n'est pas important, aux conditions vraiment financières de l'exercice du métier, mais aussi à l'image que la société renvoie aux professeurs. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important pour qu'on ait toujours l'envie de donner envie à apprendre. Il faut qu'on sente que derrière nous, il y a toute la France qui nous pousse et qui nous dit chaque matin quand on rentre dans la classe et qu'on doit, non pas une fois pour une personne, un jour donner envie d'apprendre, mais pour tout le monde, tous les jours, pendant 40 ans de carrière, toute la France qui soit là en disant « Allez, vas-y, on est derrière toi et on a confiance dans ce que tu vas entreprendre pour nos enfants ». Bien, merci à tous les trois. On va prendre quelques questions de la salle. Et il me semble que nous avons une invitée de marque dans la salle qui est Monica Nigoy, la mathématicienne que vous avez entendue tout à l'heure et qui souhaitait réagir. La voilà. Bonjour Monica, c'est à vous. Bonjour à tous et merci beaucoup. Juste très vite quelques points par rapport à ce qui a été dit. Il n'y a pas de méthode miracle et je le dis toujours dans toutes mes conférences. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La traduction qui a été mentionnée de 2008, 2009, 2010, dont moi-même j'ai trouvé des erreurs de traduction, c'était la traduction de la méthode de Singapour il y a 25 ans. Je n'ai rien eu à voir avec ça, ça fait 2 ans que je suis à Paris seulement. Je fais une adaptation à la France, 2016, 2017, 2018, pour s'inspirer d'outils pédagogiques qui pourraient nous aider. Il n'y a pas question de prendre quelque chose d'un pays, de l'apporter ici, s'il vous plaît. Et enfin, vous serez heureux de savoir que quand les Singapouriens vont à l'étranger pour expliquer leur méthode, ils disent « Nous n'avons rien inventé. Nous avons appliqué les pédagogies de Vygotsky, de Piaget et de Skemp et de Brunner que vous avez mentionné aujourd'hui. » Donc, 7 petits conseils, parce que je sais qu'il y a beaucoup de professeurs et de parents, des choses que je dis dans mes formations, dans mes conférences, parce que j'ai énormément de passion pour les mathématiques, et c'est ça que je veux donner aux enfants, ce plaisir dont on a entendu parler. 1. Tout enfant est capable de réflexion mathématique, parfois très sophistiquée, et ça doit être notre point de départ, on doit y croire. 2, il faut qu'on privilégie les actions physiques et mentales en relation avec les maths. L'enfant petit doit penser les maths, décrire les maths, faire les maths, communiquer les maths, représenter les maths, avec son corps, avec sa tête. 3, Vygotsky dit que les connaissances se construisent dans le dialogue, comme on a entendu aujourd'hui. Un enfant ne fait pas les maths jeune, tout petit, tout seul, en silence, à une table isolée, sur un papier. Mettez-les en îlot, même petits, parce qu'ils apprennent beaucoup de leur interaction. C'est riche. 4, nourrir la curiosité et l'émerveillement. Ils sont émerveillés quand ils viennent à nous, comme on a entendu, et petit à petit, quand ils sont en terminale, ils n'ont plus d'émerveillement ou de curiosité. Donc, un exemple, quand ils demandent « c'est quoi le plus grand nombre ?», au lieu de leur dire la réponse et dire « il n'y en a pas », il faut raisonner et faire des mathématiques. Qu'est-ce que tu penses ? Quel est ton premier nombre que tu sais le plus grand ? Il va dire 1 million. Ben, si tu ajoutes encore 1, comme tu ajoutes chaque fois un nouveau pas, est-ce qu'il va être plus grand que 1000 ? Il y aura 1,000,001. Donc, on l'emmène dans la preuve par récurrence. Donc, on fait des mathématiques. 5, encore 2, privilégier le sens. Si on dit
tu sais, pour la division de fractions, tu inverses la deuxième et tu multiplies. Et l'enfant dit, pourquoi? Eh bien, c'est comme ça, fais-le. Alors, c'est le début de la fin de l'amour pour les maths, si je ne comprends plus. 6, privilégier. Mettez le haut-parleur sur la pensée de l'enfant. Vous dites, je vois la réponse, mais ce qui m'intéresse plus, c'est ton cheminement, ton raisonnement. Je veux mettre le haut-parleur de ta pensée et dis-moi, aide-moi à verbaliser ce que tu as pensé. Et enfin, encourager l'enfant à affronter des problèmes. Ce qu'on leur fait pas, on leur fait pas un service quand on dit, viens que je te montre. On écoute, ils s'affrontent, ce petit productive struggle, ce combat productif avec le problème va leur donner ce moment de eureka, de plaisir qu'on a entendu. Et voilà. Et pour terminer, je vais citer Cédric Villani qui était dans la mission et qui a dit en France, on donne beaucoup de connaissances. Dans les pays anglophones, on donne beaucoup de confiance. Il faut confiance plus connaissance. Et c'est la formule. Merci de m'avoir écouté. 100% d'accord, hein, c'est vraiment, merci, c'est génial. Et enfin, moi j'ai fait des mathématiques au départ, je suis en résonance complète avec ça, j'ai eu la chance d'avoir cet enthousiasme que vous avez pour les mathématiques. Et si je devais donner un mot de la fin, parce qu'on n'a pas eu de chance de donner le mot de la fin, je pense que le mot de la fin c'était jeu. C'est le jeu qui figure dans le titre là, jouer, arriver à trouver du plaisir. Les mathématiques commencent par des jeux. Et il y a une phrase assez belle d'un ami américain qui dit le jeu est aux mathématiques ce que le livre est au langage. On a absolument besoin de cette notion de jouer, de prendre du plaisir avec les objets mathématiques et de découvrir comment ils s'imbriquent les uns dans les autres. Alors, si vous avez des questions... Non. Moi, je souhaiterais dire aussi mon plein accord. Hein. J'ai apprécié beaucoup tout ce que vous avez dit et j'ai aucun problème avec la présentation que vous avez faite. Ce qui m'intéresse derrière ça, c'est que les enseignants s'approprient autrement que comme des utilisateurs de procédures ce que vous leur proposez, c'est-à-dire qu'il y ait de la véritable formation d'enseignants. Vous savez qu'en France, mais c'est un chiffre que Blanche connaît mieux que moi, 37% des enseignants, je crois, n'ont jamais suivi de formation continue. La moyenne de l'OCDE, c'est 22%. Donc nous avons dans ce domaine-là un déficit absolument considérable et colossal, et moins il y a de la formation continue, plus il y a de la transformation de ce qui est une dynamique de travail telle que vous nous l'avez proposée en procédures standardisées, fossilisées, dont les effets peuvent être extrêmement mortifères. Alors, comme vous le savez, M. Mérieux, sur l'éducation, tout le monde a un avis, donc je suis sûre que nos spectateurs veulent intervenir. Il y a des mains qui se lèvent là, une main au premier rang. Une question, hein, vraiment, hein, on vous demande de poser des questions. Oui. Sylviane Champineau, je préside le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge placé auprès du Premier ministre et plus spécifiquement le Conseil de l'enfance. Je me permets d'intervenir parce que si l'on veut faire ces translations indispensables entre le champ des connaissances, le champ des recherches, bien sûr, fondamentales, mais aussi ces translations avec les praticiens du domaine de l'enfance, vers un éclairage des politiques publiques, on a vraiment besoin que des moments comme celui qui est organisé aujourd'hui aient lieu, mais surtout que si l'on croise comme ça des approches, des expériences, des points de vue, des référencements théoriques, on les croise sans les attaquer et sans les cliver. Moi, j'étais ravie d'entendre l'ouverture de cette table ronde, notamment parce que je suis dans mon parcours passé de la psychiatrie grave de l'enfant à la pédagogie. Et je suis allée ensuite vers la petite enfance et la toute petite enfance pour comprendre. Et on a là des chercheurs curieux de comprendre ce qui se passe. Je voudrais venir au but de mon intervention. Quand on a, non, mais pas seulement, quand on s'en va vers la toute petite enfance, on se rend bien compte que les apports des neurosciences sont très près des connaissances lorsqu'on voit se déployer et se développer
le petit humain du début vers ses acquisitions et ses apprentissages. Et là, on a tout ce que vous avez présenté aujourd'hui. La curiosité est là, l'expérimentation est là, l'envie d'apprendre est là, tout est là. La vraie question à laquelle on n'a pas répondu et que je veux reposer, c'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi on abîme tout ça au fil du temps de vie des enfants? Stanislas Dehaene, si vous voulez répondre à cette question, je crois que vous... Je crois qu'on y a répondu. Merci. C'est vraiment. C'est vrai que vous avez raison. Enfin, le point de départ que nous connaissons tous chez les bébés, chez les petits enfants, est quelque chose d'absolument extraordinaire avec toute cette spontanéité. Et voilà, on aimerait que ça dure le plus longtemps possible. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on l'a dit assez bien à un moment. Il y a souvent cette perte de sens. L'enfant ne voit pas bien où tout ça veut en venir, surtout en mathématiques peut-être. On lui apprend des procédures, mais on ne lui montre pas vraiment à quoi ça sert ou pourquoi il pourrait y comprendre quelque chose. Les fractions sont un exemple vraiment caractéristique. Il y a un moment où les enfants doivent apprendre les fractions et ça se passe souvent très très mal. Internationalement d'ailleurs, c'est pas spécialement l'école française, c'est assez bien étudié. Et ça se passe mal lorsque les enfants ne mettent pas ça du tout en relation avec leurs connaissances préalables. On leur apprend quelque chose d'arbitraire. Multiplié par une fraction, c'est renversé, etc. Lorsque les enfants apprennent qu'ils peuvent placer les fractions sur la ligne numérique, il y a toujours cette notion d'espace des nombres, mais qu'au lieu d'avoir simplement les nombres entiers, maintenant il y a des nombres fractionnaires qui se placent aussi sur cette ligne, ils peuvent comprendre beaucoup, beaucoup mieux. Donc, c'est un des domaines dans lequel on arrive, je pense, à faire des sciences cognitives. Ça devient de plus en plus difficile de faire des sciences cognitives pour les domaines les plus élevés du savoir. On en parlait d'ailleurs avant de commencer. Je pense que les sciences cognitives et les neurosciences cognitives sont souvent pertinentes pour le primaire, parce que là, on comprend assez bien comment se passe dans le cerveau l'apprentissage de la lecture, par exemple, l'apprentissage de numération élémentaire. C'est vrai qu'il faut être modeste encore par la suite. L'apport des sciences est aussi, sans avoir forcément compris tout le mécanisme cérébral, mais d'être capable de vérifier ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ça, j'y crois profondément. Et je pense que si on apporte une sorte de regard objectif, parfois, ce qui est déjà fait marche extrêmement bien, on le vérifie, ça n'a pas forcément besoin d'être innovant, mais parfois, lorsqu'on mesure les choses, on s'aperçoit que les intuitions que nous avons sont totalement fausses et qu'il faut revoir nos intuitions. C'est ça l'apport des sciences. Et alors, je suis 1000 fois d'accord avec vous, j'espère que ça conduise à une convergence. Je suis toujours un peu frappé du clivage qu'il peut y avoir dans le domaine de l'éducation, sans doute parce que nous n'avons pas assez de connaissances objectives, je pense, nous n'avons pas suffisamment de consensus fondé sur des données objectives. J'espère beaucoup qu'on va le voir arriver, ce consensus, de plus en plus, et on a peut-être commencé à le construire aujourd'hui. J'ai une réponse très brève. J'ai une réponse très brève qui tient vraiment en très peu de mots. Je pense qu'en fait, on les sous-estime, nos enfants. On sous-estime beaucoup leurs capacités. Et de même que dans l'enfance, certains peuvent être tentés de parler bébé aux enfants, eh bien, l'école a peut-être un peu tendance à parler enfant aux enfants. Oui, moi je serais assez d'accord là. Je dirais 2 éléments néanmoins. Le premier, et ça me paraît important, John Dewey disait « toute leçon doit être une réponse », ce qui ne veut pas dire qu'il faut attendre que la question se pose toute seule. Il faut construire les questions. Mais construire les questions, c'est un vrai travail pédagogique. Et dès lors qu'on construit des questions, on donne aussi aux élèves, aux enfants, les moyens de s'approprier intelligemment des réponses. Et puis, dans le sens de ce qui vient d'être dit, je pense qu'il y a parfois, dans un certain nombre de nos programmes scolaires et dans la manière dont ils sont traités, un manque d'ambition culturelle. Un manque d'ambition culturelle au sens des enjeux culturels forts. J'évoquais tout à l'heure mon expérience récente, enfin pas très récente maintenant, en lycée professionnel. J'ai rencontré là des élèves qui avaient 20 ans, qui ne savaient toujours pas la différence entre A accent et A sans accent. Évidemment, je peux la leur réexpliquer, c'est une règle absolument élémentaire de la grammaire française, mais ils l'ont eu 100 fois l'explication. On ne va pas m'expliquer que c'est un problème de circuits neuronaux, ils savent faire marcher des téléphones portables infiniment compliqués, ils savent travailler sur des moteurs d'une manière infiniment précise et ils devraient savoir distinguer A accent et A sans accent. Mais ça n'est pas un enjeu pour eux, ça. Il n'y a pas d'enjeu intellectuel là derrière. Donc je travaille avec eux sur la théogonie d'Hésiode. Je travaille avec eux sur la mythologie grecque. Je travaille avec eux sur Cronos qui mange ses enfants, qui tue son père et qui mange ses enfants.
Je travaille avec eux sur des textes qu'il va falloir lire ensuite et à partir desquels on va pouvoir réintroduire des questions qui sont des questions d'expression. Pour comprendre ces textes, il faut distinguer à accent et à sans accent. Et on s'aperçoit que ces jeunes qui ont négligé ou qui ont été fâchés avec des connaissances scolaires traditionnelles, dès lors qu'il y a un enjeu culturel et que quelque part ça résonne avec des questions anthropologiques fondamentales, eh bien, ça marche. Moi, je suis très frappé du fait que nous vivons une société actuellement qui est simultanément une société de la montée du scientisme et de la montée de l'ésotérisme. Jamais l'ésotérisme n'a été aussi fort dans notre société qu'aujourd'hui. Les enfants aujourd'hui se précipitent sur les mangas parce qu'ils aiment la science. Et en même temps, ils refusent la science qu'on leur apprend à l'école. Comment on peut aimer les mangas et ne pas aimer la physique? C'est assez étonnant quand même, alors que dans les mangas, il y a de la physique partout. Eh bien, parce que je crois, nous n'avons pas su montrer en quoi les œuvres humaines répondaient à des questions et faire partager ces questions à des enfants qui les prennent pour eux, qui les considèrent. Alors, on évoquait ce que vous appelez l'initiation dans vos travaux, l'inside dans la Gestalt, c'est-à-dire ce moment où on découvre, bon sang, mais c'est bien sûr, je comprends, enfin, dans le brouillard, je vois quelque chose et ces éléments disparates, je les mets en relation, je les lie les uns entre les autres. Intelligere, c'est lié. Et je crois que ça, l'enseignant, il peut être capable de le faire s'il a lui-même un rapport au savoir qui est un rapport vivant, qui est un rapport qui fait que la transmission de ce qu'il dit n'est pas simplement une transmission académique de savoir fossilisé, mais la transmission de quelque chose qui résonne encore en lui et qui résonne à des questions qu'il se pose toujours. Avoir des enseignants vivants dans leur propre savoir, ça me paraît être une des conditions pour que les élèves soient vivants dans leurs propres apprentissages. On a une question au milieu, là. Bonjour, ce Festival du Monde est sur le thème de aimer. Et j'aurais souhaité peut-être une petite participation sensible. Vous êtes beaucoup dans donner l'envie d'apprendre côté scolaire. Est-ce qu'on pourrait aussi parler côté parents et puis peut-être juste rappeler le thème du festival ? C'est qu'on a respecté le sujet. Donner l'envie d'apprendre, c'est aimer l'école, en fait. C'est le sujet, c'est un peu la même question. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Moi, je réponds toujours sur ce type de questions que non, c'est le pilier de l'apprentissage, c'est d'abord les parents. Enfin, il y a une relation triangulaire avec un enfant, ses parents ou sa famille, ses proches, et puis l'école. Et on ne peut pas imaginer des apprentissages qui ne soient pas relayés, encouragés, avec amour, effectivement, par la famille. Je crois que c'est extrêmement important, et c'est en train d'ailleurs de changer de plus en plus, je crois, dans nos écoles, la capacité de l'école d'accueillir les parents, de leur expliquer. Je milite en particulier pour qu'on explique chaque année, et peut-être chaque trimestre, très régulièrement, je crois que ça se fait de plus en plus, évidemment, aux parents exactement ce qui va se passer, comment leurs enfants vont progresser, avec un optimisme évidemment, parce qu'on sait qu'ils sont capables de progresser, et tout ça c'est l'entourage de chaque enfant. C'est extrêmement important à mon avis, le relais des parents. On essaye parfois de me coincer, vous savez, sur 4 jours et demi, et ce qui est bon, alors l'apprentissage dans le cerveau c'est 7 jours sur 7, c'est pas 4 jours ou 4 jours et demi. Qui va faire le relais? C'est les parents. La question de madame va jusqu'à un point fort sur lequel les sciences n'ont rien à nous dire. C'est aimer quoi? Les neurosciences, la psychologie cognitive, mais la sociologie peuvent nous éclairer sur la mémoire et sur comment mémoriser. Mais ils ne vont pas nous dire s'il faut mémoriser un poème de Rimbaud ou les sourates du Coran. Ils ne vont pas nous expliquer s'il vaut mieux mémoriser du vocabulaire anglais ou des modes d'emploi de jeux vidéo. Après, il y a un problème, vous avez évoqué Brunner tout à l'heure et son travail sur la psychologie culturelle, il y a un problème fondamental qui est quels sont les objets de savoir que notre société veut valoriser. Et aujourd'hui, une des difficultés qu'a l'école, c'est que les objets de savoir qui sont dans les programmes ne sont pas massivement ceux qui sont valorisés par la société commerciale, la société de la pulsion, la société de la consommation.
et que l'enseignant est d'une certaine manière à contrevoix, puisque là où on dit toujours à l'enfant en permanence « fais ton caprice, ça fait marcher le commerce », l'enseignant lui dit il vaut peut-être mieux que tu regardes du côté de Rimbaud ou du côté de Pythagore, parce que là, tu trouveras un plaisir bien supérieur à celui de la consommation. Plaisir d'autant plus important qu'en consommant Rimbaud ou en consommant le théorème de Pythagore, tu ne pilles pas le monde, alors qu'en consommant tout ce que la publicité te demande d'acheter, tu pilles le monde et tu compromets notre avenir. Il y a un jeune homme là-bas qui lève la main. Ah, la dame a le micro, pardon. Bonjour à tous. Ce festival est extraordinaire. Je ne suis pas très matheuse, mais en langue étrangère, quid des langues étrangères, l'école fait la différence entre l'apprentissage de l'espagnol et de l'anglais. Donc, je travaille avec des parents bilingues, français, États-Unis, et des parents parlant espagnol, enfin des familles. Pourquoi est-ce qu'on encourage l'enfant à apprendre la langue de son père lorsque c'est l'anglais, et lorsque c'est l'espagnol, on lui dit de toute façon, votre enfant ne comprend pas et a du mal, a des difficultés en français pour arrêter de lui parler en espagnol. J'ai été témoin de ça. Ah mais carrément, la maman péruvienne dit, mais écoutez, je travaille avec des professeurs, je ne suis pas enseignante. Hein. On va laisser M. Dehaene répondre. De l'apprentissage des langues, pourquoi est-ce que les langues sont... Très brièvement. Hein, très brièvement, et puis peut-être vous pouvez répondre aussi, mais la recherche est extrêmement claire. Si on a la chance d'avoir des parents qui parlent deux langues différentes, il faut en profiter. Enfin, c'est une très bonne chose d'en profiter. Et il n'y a aucune raison de s'inhiber, de penser que le cerveau de l'enfant ou ses compétences vont être moindres parce qu'il est bilingue. C'est tout le contraire. Et là-dessus, il n'y a pas de différence particulière. Toutes les langues partagent des caractéristiques communes. On peut parler au passage d'ailleurs de la langue des signes chez les enfants sourds, parce que c'est extrêmement important. Si par malheur l'enfant n'entend pas bien ou est complètement sourd, l'apprentissage de la langue des signes peut vraiment changer sa vie, et c'est important de le faire tôt. Il y a beaucoup de recherches qui suggèrent qu'il y a là des périodes sensibles et que le cerveau perd assez rapidement sa capacité d'apprendre les langues étrangères. Donc on ne peut qu'encourager vraiment de toutes les manières possibles les parents à parler à leurs enfants et à parler dans les langues dont ils disposent le plus tôt possible. Moi j'ai une question. Oui, ouais. Allez-y. Concernant un grand absent, moi j'ai 3 enfants, un qui a 10 ans, l'autre 7 ans et le dernier qui a 4 ans, 3 garçons, donc désolé pour la parité. Moi je pourrais parler de l'imagination. Tout à l'heure il y a eu une réflexion qui avait été donnée sur le sport, en disant voilà, on comprend très bien pourquoi quand je fais la muscu j'ai marqué un but après très joli, c'était l'image qui a été décrite. Mais en fait, un enfant a l'intuition très rapide de se dire « Non, c'est pas vrai, c'est en jouant avec un ballon. » Et en essayant de marquer des buts, que je vais apprendre à marquer des buts. Et c'est le même parallèle avec l'école. Quand on essaie de leur faire comprendre qu'en faisant des exercices, ils vont réussir à faire des belles choses après, ils n'ont pas souvent cette imagerie dans leur esprit. On ne la nourrit pas assez pour qu'ils trouvent du sens dans leurs efforts au quotidien. Et je le vois de manière très frappante au quotidien avec mes enfants, que ce soit dans le sport ou dans l'école. Donc, quelle est la place de l'imagination dans tout ce qu'on vient de dire ? Blanche Lachmann, vous voulez réagir ? Imagination. Moi, j'ai des enfants de cet âge-là aussi, donc je vois bien le problème. Je pense qu'il y a aussi une question de leur montrer que nous, c'est comme ça que ça a fonctionné aussi pour nous. En fait, on le voit bien. Les enfants, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est très frappant dans une fratrie. On voit très bien quand il y a le petit dernier ou le deuxième, il fait tout beaucoup plus vite que l'aîné, parce qu'en fait, il n'imite pas d'ailleurs forcément les parents, mais il imite l'aîné. Et ça va beaucoup plus vite, et on se dit, tiens, c'est curieux. Donc je pense que peut-être que c'est ça qu'on a un peu oublié de souligner. De même que le professeur enseigne ce qu'il est, le parent aussi montre plus ce qu'il est que ce qu'il dit. Donc pour réussir en fait à leur faire comprendre les choses, il ne suffit pas seulement de leur répéter si tu fais ça, tu auras, mais lui montrer comment nous aussi ça marche aussi comme ça. Je pense que c'est une solution, et pour le professeur aussi. C'est-à-dire qu'on parlait des exercices scolaires tout à l'heure. Moi, je suis fondamentalement persuadée qu'un excellent professeur, c'est celui qui peut montrer très vite, très rapidement
comment on fait l'exercice vraiment devant les yeux des enfants, en montrant par quelle étape on passe, comment ça fonctionne. Je suis aussi vraiment persuadée, ça je le vois dans les préparations au concours qu'on aide les étudiants à passer, qu'il faut absolument leur montrer des bonnes copies et des mauvaises copies pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et je pense que ça, peut-être, c'est simplement par l'exemple, c'est en étant ce qu'on est qu'on arrive à leur montrer que pour nous, ça a fonctionné. Moi, votre question m'inspire quelque chose d'ancien. Aristote, l'éthique à Tincomaque, qu'est-ce qu'apprendre? Apprendre, c'est faire quelque chose qu'on ne sait pas faire pour savoir le faire. On ne sait pas le faire, il faut le faire pour savoir le faire. Il faut le faire sans savoir le faire, donc c'est compliqué, c'est presque du Raymond DeVos pour ceux qui s'en souviennent. Donc à un moment, l'enfant qui n'a jamais récité une poésie devant la classe, il faut qu'il se lance. Et il a besoin, en face de lui, d'un adulte qui lui donne ce courage des commencements. Ce courage d'y aller, de se lancer dans quelque chose, d'aller dans un livre et d'aller jusqu'au bout d'un livre, d'aller s'exposer à d'autres en expliquant un théorème ou une explication mathématique. Ce courage-là, personne ne peut, me semble-t-il, l'avoir à la place de l'autre, mais on peut aider l'autre par notre regard à l'avoir. C'est Vladimir Yankelevitch qui disait qu'à l'origine de tout apprentissage, il y a le courage, parce qu'il faut commencer à apprendre et on n'apprend pas à commencer. À l'origine, dit-il, il y a simplement du courage, et ce courage, il peut être contagieux si nous autres adultes, nous l'exprimons, ce courage, en face de nos enfants. Et je crois beaucoup, comme ma collègue, à la contagion dans ce domaine. Je pense que vous soulevez une excellente question, celle de la créativité, de l'imagination, qui est, je ne sais pas, un sujet que je connais très bien au niveau sciences cognitives, il faudrait regarder, mais il me semble qu'il y a des recherches qui montrent qu'il y a un lien très étroit entre curiosité et créativité. Donc en encourageant l'un, on encourage l'autre également. Et c'est vrai qu'on n'y réfléchit peut-être pas suffisamment, en tout cas, quel est le moteur qui fait que l'enfant continue de créer. Et bien sûr, en même temps, je continue sur l'apprentissage de la musique. On risque d'avoir des apprentissages scolaires en musique. C'est malheureusement, je crois, dans beaucoup de conservatoires français, on est toujours sur une musique écrite, avec peu d'apprentissage de l'improvisation. Comment faire pour encourager l'improvisation chez l'enfant? Il faut bien sûr qu'il passe par un répertoire extrêmement riche de morceaux qu'il va avoir joués, et il faut qu'il ait des cours spécifiques là-dessus. On ne peut pas dire à l'enfant tu vas tout de suite créer quelque chose de remarquable en jazz, par exemple, sans avoir internalisé les modèles des autres, pour mieux en sortir par la suite. Donc c'est assez difficile, et je crois qu'il y a une pédagogie progressive qui encourage la créativité, mais qui ne néglige pas les bases fondamentales de chacune des disciplines dont nous parlons ici, y compris la musique. Bien, merci à tous. C'est la fin de cette table ronde. Merci pour vos questions. Merci à mes trois invités. Et vous pourrez retrouver une vidéo de cet échange sur le site du Monde d'ici une petite semaine. Merci.